Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur notre avant-dernière session du Focus informatique au service de l'audit. Avant-dernière session qui aujourd'hui est consacrée, vous le verrez, à la mise à jour des fiches du guide de l'audit informatique. Les prochaines dates tout de suite, parce qu'on va en profiter. Toutes vos prochaines. Oui, excusez-moi, Maude Baudin-Veraldi, vice-présidente de la CRCC Paris, et effectivement responsable de ce groupe, de cette commission innovation de la CRCC Paris. Donc, les prochaines dates de vos focus, surtout sortez vos téléphones et flashez les QR codes. On vous attend tous le 30 juin prochain pour une présentation entre 17 et 18 heures de nos mémorialistes du futur. Vous verrez, ils vous exposeront les sujets de leur mémoire. C'est très, très intéressant. À suivre aussi, le 1er juillet, nous retournons sur des missions d'audit et en fait, c'est la mission de contrôle des comptes de gestion d'un majeur protégé qui va vous être présentée par notre consoeur et confrère de la CRCC. Et enfin, pour tous les confrères qui souhaitent se former pleinement, la journée de formation du jeudi 10 juillet à la Maison de la Chimie de 9h à 17h30. Là encore, je vous invite à vous inscrire en flashant le QR code ou alors en allant sur le site de la CRCC. Vous aurez aussi les liens d'inscription qui sont mis, je les vois s'afficher dans le chat. Donc, notre groupe de travail de l'informatique au service de l'audit a été consacré pour ce soir à la mise à jour des fiches informatiques que certains d'entre vous connaissent. Elles ont été publiées dans leur première édition en 2019. Elles ont été refondues en profondeur. Nous avons aujourd'hui 9 fiches de bonnes pratiques, de ressources, des éléments clés que vous pouvez télécharger dès maintenant sur le site de la compagnie. Vous aurez des outils sous forme de questionnaires et ils seront développés, ils seront au format Excel, ils seront à l'appui des dites fiches et vous pourrez vous en servir pour réaliser l'audit informatique dans le cadre aussi bien de votre prestation de certification que dans le cadre des SAC. Elles ont été construites effectivement pour satisfaire à ces deux besoins. Pour présenter ces fiches, ce soir, vous aurez avec nous Benjamin Deville, qui est pilote de ce groupe de travail sur l'audit au service de l'informatique. Avec nous, vous aurez aussi Akram, qui va suivre ensuite sur d'autres fiches. Et enfin, Georges, qui va vous présenter des fiches. Toutes ces personnes, bien évidemment, ont contribué à l'élaboration des fiches avec d'autres personnes. C'était un groupe de travail qui a vraiment bien œuvré. Donc, Benjamin, à toi la parole. C'est toi qui vas enchaîner sur la présentation des fiches. Merci. Bonjour à tous. Juste avant cela, en fait, on a la petite partie assez classique de l'attestation CAC 120, où c'est le rappel, où 48 heures après, en fait, la formation, vous allez recevoir un petit mail avec, bien évidemment, un petit questionnaire de satisfaction et de connaissance pour récupérer le modèle PPT et votre attestation. Donc, pas de sujet, vous aurez, bien évidemment, après, les liens et autres. Pas besoin de demander, nous pouvons y aller. Donc aujourd'hui, en fait, le programme, finalement, il est simple. Il est de rappeler un petit peu ce que composent les fiches et bien évidemment de vous proposer, en fait, la vision, faire une petite présentation de 3 fiches que l'on a jugées, en fait, plutôt les plus pertinentes, en fait, de notre nouveau guide. Lesquelles, en fait, on a choisi, tout simplement, c'est la partie contrôle des accès. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle d'audit informatique, lorsque l'on met en place des diligences, en fait, dans ce sens, dans le cadre de nos mandats, le b.a.-ba, c'est quoi ? C'est finalement, en fait, la gestion des droits des accès, le contrôle des accès. Et ensuite, il vient quoi ? Il vient tout simplement l'exploitation du SI dans sa globalité. Et pour terminer, en fait, on présentera la toute dernière fiche, la toute nouvelle, le petit bébé de cette version,
qui est en fait sur la sous-traitance et le cloud, qui in fine, on le voit dans nos mandats, de plus en plus en fait de clients en fait passent par du SaaS et autres. En fait, ça minore nos diligences et en fait créer une nouvelle fiche dans ce sens, ça avait une pertinence pour l'ensemble du groupe. Alors, ce que contient ces fiches. Avant de commencer cette partie-là, en fait, un petit rappel simple de tout ce qui a été proposé, créé par la compagnie. Alors, il y a bien évidemment plein de choses. Aude a rappelé le premier guide en 2019, mais il y a eu aussi toute la partie Visnao. Vous avez eu aussi, il y a 2-3 semaines maintenant, un webinaire sur le diagnostic de la performance comptable. Donc, on a toute cette partie-là. On a la partie cartographie en fait, des risques informatiques. Il y a plein de petites documentations. Et là encore, on vous a mis le lien et un QR code pour les retrouver. Ils sont sur le site standard. Donc, n'hésitez pas à les consommer sans modération. L'objectif du jour, bien sûr, c'est cette mise à jour du guide informatique. Alors, pourquoi, là encore, on a essayé de rendre ces fiches qui avaient finalement déjà 5 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Et en fait, l'idée, c'était de les adapter un peu plus dans le contexte actuel et de les rendre un petit peu plus didactiques et pédagogiques pour l'ensemble des commissaires aux comptes. Et on avait une vocation, en fait, assez tous similaires, qui était de proposer derrière des outils pour vous accompagner un peu plus dans vos missions. Ce que composent les fiches, en fait, vous les retrouverez, elles ont tous un petit peu le même format. L'idée, c'était de les monter de cette manière-là. On a une mise en contexte pour comprendre un petit peu la thématique, pour voir les enjeux pour le commissaire aux comptes. Ensuite, on avait différents cas d'usage, plutôt des cas conceptuels sur les différents pans de ces fiches, avec des bonnes pratiques, avec des outils de la documentation. Ensuite, on a essayé de faire de véritables cas d'usage avec des checklists ou autres, en fait, selon la fiche. Et on a terminé par, bien évidemment, lorsqu'on avait matière à créer différents supports pour pouvoir aller plus loin, et notamment des diverses ressources que vous allez pouvoir consulter, que ce soit des webinaires, que ce soit tout simplement des certifications ou autres. D'accord ? Ce nouveau guide, il est composé de 9 fiches que vous voyez ici. Alors là encore, ça donne un volume assez conséquent, je crois, c'est 90 pages. Mais là encore, ne les lisez pas tous dans leur intégralité. Il faut les prendre petit à petit. En fait, à chaque fois, il faut les piquer dedans. On va avoir des thématiques que l'on peut avoir sur certaines missions. Donc, l'idée de ce recueil, en fait, il est plus dans ce sens-là, en tant que tel, d'aller chercher l'information dès l'instant qu'on a une thématique, dès l'instant qu'en fait notre client a une problématique sur un instant donné, en fait, il faut juste savoir que ce recueil a une fiche spécifique sur ça. L'idée, il est vraiment de cette manière-là, le recueil a été conçu de cette façon. D'accord ? Donc, on peut aussi les citer. En fait, c'est les pans que l'on avait déjà l'habitude dans la version 2019, mais c'est la gouvernance des SI, le contrôle des accès, dont vous allez avoir une petite présentation. La partie conduite de projet, gestion des changements, les migrations, tout ça, on a déjà plein de cas dans nos portefeuilles. L'utilisation d'outils, des outils d'audit de données, mais plus spécifiquement en fait, d'analyse de données, sur toute la partie en fait, data que vous allez pouvoir voir, parce que concrètement, je pense que depuis maintenant 4 à 5 ans, de nombreux clients se sont lancés dans cette acculturation de la data. Donc, c'est tout un pan que l'on doit également investiguer, nous, en tant que commissaire aux comptes. On a la partie, bien évidemment, conformité réglementaire, la partie exploitation des SI, le plan de continuité et de reprise en fait, d'activité, mais également reprise informatique, la cybersécurité, et ensuite, la petite dernière, comme je vous l'ai dit, la partie sous-traitance et cloud. Les contributions. C'est le petit moment de remercier un petit peu tout le monde. Pourquoi ? Parce que nous sommes 4 aujourd'hui, mais bien évidemment, on n'a pas fait ça tout seul. Donc, on a tous les petits noms qui sont affichés devant vous. Donc, merci à tous pour votre collaboration. Et j'espère au moins que vous allez pouvoir, au moins, vous, commissaires aux comptes, les utiliser et les juger pertinentes au moins pour vos missions. Où télécharger ces fiches ? Là encore, petit QR code pour les plus rapides,
Pour les moins rapides, vous n'aurez plus qu'à finalement remplir le petit questionnaire de satisfaction et vous l'aurez dans 24-48 heures. Et vous avez le petit lien si vous le souhaitez. Donc la présentation des 3 fiches, et je vais pouvoir laisser la main à Akram, qui est juste derrière moi, juste à côté de moi. Yep. Très bien. Merci Benjamin, merci Maud pour cette introduction. Donc là, moi, je vais vous présenter la fiche relative à la gestion des accès, le contrôle de gestion des accès et la gestion des règles SOT. Pourquoi, en tant que commissaire aux comptes, on s'intéresse donc du coup à la gestion des accès, au contrôle relative à la gestion des accès, parce que le contrôle de gestion des accès est une thématique indispensable en fait pour les auditeurs financiers et pour les auditeurs IT à être évalués dans le cadre de l'exercice de commissariat aux comptes, parce que ça peut influencer en fait la certification des comptes et ça peut influencer la vie et la stratégie en fait de l'audit quand même dans le cadre de nos travaux. Donc, ces travaux doivent se porter principalement sur les systèmes d'information qui supportent l'information financière, donc les systèmes d'information qui ont un impact sur l'information financière, qui sont identifiés comme significatifs par les auditeurs financiers, donc notamment des systèmes d'information desquels en fait les auditeurs financiers ont tiré des informations pour la certification des comptes. Et donc, on porte une attention particulière à cette thématique parce que le contrôle des accès permet dans un premier temps de garantir la sécurité des informations financières, la confidentialité des données, définir et régulariser les droits des accès sur les différents actifs informationnels qui sont utilisés par l'entreprise et aussi assurer la conformité par rapport aux bonnes pratiques. Donc aujourd'hui dans la fiche CRCC et ce qu'on a mis à jour, donc nous avons pris en considération toutes les nouvelles normes et aussi les nouvelles réglementations sur la gestion des accès. Donc notre fiche CRCC permet donc du coup de présenter le fonctionnement et les dispositifs de contrôle interne qui sont mis en œuvre pour la gestion des accès, les bonnes pratiques opérationnelles et pragmatiques avec des cas d'usage qui sont tirés de nos expériences personnelles, ce qu'on voit souvent en fait chez nos clients, et nous avons aussi apporté une attention particulière sur l'impact des éventuelles défaillances qu'on peut identifier dans la gestion des accès sur la stratégie globale du commissariat aux comptes. Donc, l'objectif des contrôles des accès et de séparation des tâches, c'est dans un premier temps d'assurer la confidentialité, l'intégrité des données et la disponibilité des données, garantir la séparation des tâches. La séparation des tâches aujourd'hui une thématique qui ne fait qu'accroître en fait le risque qui est relatif à la gestion des accès, notamment dans un contexte de petites entreprises et d'entreprises de taille moyenne où du coup en fait on a un chevauchement en fait entre les droits des accès qui sont attribués aux différents utilisateurs, et donc du coup on peut avoir des processus critiques qui sont gérés d'une manière entière par les mêmes personnes. Le contrôle des accès donc, nous permet de réduire aussi le risque d'intrusion et le risque de fraude relative aux différents systèmes d'information et assurer la conformité donc, du coup, par rapport aux exigences réglementaires. Donc, nous portons l'attention sur les dispositifs de contrôle interne qui sont relatifs à l'authentification, les processus de création, de suppression, de modification et de revue des accès. Aussi la gestion des accès à privilèges, notamment donc, du coup, avec la revue des accès à haut privilège sur les différents systèmes et sur les différentes couches du système d'information, donc à savoir l'application, la base de données et les serveurs. Et aussi, donc, du coup, tout ce qui est règles de séparation des tâches et contrôle associé, donc, du coup, au monitoring des règles de séparation des tâches. Donc, la fiche CRCC aussi souligne les bonnes pratiques qu'on suggère à nos clients en fait, de mettre en place en termes de gestion d'accès. Donc, une définition claire des rôles et responsabilités, donc au travers des dictionnaires de profil, des matrices de profil et des matrices de séparation des tâches. Une révision régulière des accès, donc au travers les revues périodiques des droits et des habilitations. Et la formation et la sensibilisation continue en fait, des différents managers et des différents utilisateurs à la correcte gestion des accès et au correct respect en fait, des règles de séparation des tâches.
Pour aller plus loin, donc dans les fiches CRCC, nous avons présenté des cas pratiques relatifs au contrôle de gestion des accès, qui sont tirés en fait de nos expériences personnelles. Donc, vous avez le détail en fait de ces cas pratiques dans les fiches CRCC que vous pouvez consulter plus tard. Voilà, pour vous donner une idée, un audit flash qui est demandé par un client sur le processus de désactivation des accès. Souvent, en fait, on a des clients qui ont des procédures ou des process qui sont mis en place, qui sont manuels. Donc, des oublis, en fait, qui sont toujours identifiés dans le cadre de nos travaux, des accès qui sont attribués à des utilisateurs qui font plus partie des effectifs. Donc, nous recommandons à nos clients, en fait, de mettre en place des outils qui permettent d'automatiser en fait ces processus de désactivation des accès, des contrôles de monitoring en fait sur les différents accès, des revues périodiques qui permettent donc du coup de faire face à ces oublis de désactivation des accès et qui permettent donc du coup de faire la voiture balai en fait de tous les accès qui sont oubliés dans la désactivation et de sensibiliser donc plus souvent les managers à la disponibilité, à la sensibiliser les managers au correct respect en fait de ces processus de désactivation d'accès. Un autre cas pratique que nous avons détaillé dans la fiche CRCC, c'est relatif à la séparation des tâches. Juste, en fait, vous pouvez avoir aussi le détail dans la fiche CRCC, donc un audit flash qui est demandé par un client pour voir si les règles de séparation des tâches sont bien mises en place et sont bien définies et identifiées par les différents managers. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a toujours un chevauchement en fait, entre les différentes responsabilités qui sont accordées aux différents utilisateurs, notamment sur des processus critiques, donc des combinaisons toxiques d'habilitation qui peuvent être cumulées par les mêmes utilisateurs, notamment sur des processus liés aux achats, liés à la paie, liés à la trésorerie, sur des ERP de la place. Et ceci, du coup, en fait, il est identifié beaucoup plus souvent sur des entreprises de taille moyenne ou de petite taille. Et donc, du coup, nous préconisons à nos clients de mettre en place, en fait, des règles de monitoring de ces règles SOD, de bien définir aussi les règles SOD et de bien les surveiller et de formaliser, en fait, ces dérogations relatives aux règles SOD. Donc, en termes de bonnes pratiques sur la gestion des accès, donc, nous préconisons toujours donc, de définir, de formaliser les processus relatifs à la gestion des accès, de bien tracer donc, toutes les demandes de création, de modification, suppression des accès, de veiller à cartographier aussi tous les systèmes d'information avec toutes les couches logiques, donc que ce soit sur les couches applicatives, les couches aussi d'infrastructure, qui donc du coup nous permettent donc du coup de bien définir les niveaux des rôles et responsabilités qui sont appliqués sur ces différents systèmes, et donc du coup en conséquent les droits et les accès en fait qui sont attribués aux utilisateurs. De veiller à bien effectuer des revues périodiques sur les accès, en fonction aussi de la criticité en fait de ces différents systèmes. La fréquence en fait de la réalisation de ces revues peut varier d'un système à un autre. De bien gérer les comptes à privilèges, donc bien identifier les collaborateurs appropriés à avoir des comptes à privilèges et bien surveiller en fait les actions qui sont réalisées par ces comptes à privilèges. Révoquer les accès en temps opportun, donc en fonction de la taille de votre entreprise. Vous pouvez définir aussi le délai minimum en fait qui vous permet en fait de désactiver les accès en cas de départ des collaborateurs. Aussi prendre en considération tout ce qui est départ temporaire en fait des collaborateurs et sensibiliser les managers donc à bien veiller à respecter les règles de séparation des tâches et les processus de gestion des accès, création, suppression et modification des accès.
Pour aller plus loin, donc sur notre fiche CRCC, on enrichit en fait la fiche CRCC avec des outils, notamment donc un récapitulatif de tous les travaux qu'on peut réaliser dans le cadre du commissariat aux comptes, donc tous les contrôles qu'on teste en tant que commissaire aux comptes pour apporter une assurance raisonnable aux auditeurs financiers sur l'information financière et sur les systèmes d'information qui supportent l'information financière. Aussi un guide détaillé en fait des entretiens, donc toutes les questions qu'on pose à un responsable de sécurité, à un administrateur d'habilitation sur les applications, et donc du coup un guide pratique pour les tests de conception sur les différents contrôles qu'on détaille et sur l'efficacité opérationnelle, donc comment on peut tester les différents process. Et par contrôle, un guide détaillé donc, des travaux à réaliser, donc tout ce qu'on récupère comme documentation pour ces différents contrôles, et tous les cas de test qu'on peut avoir et les préconisations qu'on peut soumettre à nos clients suite aux défaillances qui sont identifiées, s'ils sont bien sûr avérés, pour identifier les risques qui sont liés à ces défaillances. Merci. On va passer en fait à la fiche sur l'exploitation des SI. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en même temps. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. C'est un petit peu dense, il est 17h. On est en fin juin. Ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours avec nous. Allons-y. Oui, n'hésitez pas à poser des questions sur la partie exploitation des systèmes d'information. C'est souvent un sujet qui n'est pas toujours très bien compris des différents interlocuteurs. C'est pour ça qu'on a essayé de mettre de rendre la fiche la plus claire possible. Alors, qu'est-ce que c'est déjà l'exploitation des systèmes d'information? Ça regroupe l'ensemble des activités opérationnelles assurant la disponibilité, la performance, la sécurité et la cohérence des systèmes d'information. Ça a un impact direct sur les données comptables. Pourquoi? Parce que si vous avez des systèmes qui sont mal gérés, il peut y avoir des pertes d'informations, des corruptions de données, des interruptions de services, des désynchronisations entre systèmes, ce qui fait que les données finales, qui sont les données comptables, seront fausses. Vous perdez des flux de données, vous perdez les systèmes se désynchronisent, vous n'aurez plus l'information comptable qui va bien. Donc c'est un sujet assez important. Alors on a souvent en tête dans cette fiche la gestion des sauvegardes et des incidents, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est un peu plus grand que ça. Ça va un peu plus loin que ça. Évidemment, les sauvegardes, c'est extrêmement important pour assurer la continuité d'exploitation de la société, même s'il fut un temps où il y avait un débat pour savoir s'il fallait le garder dans nos travaux de commissariat aux comptes. Mais je vous rassure que oui, il faut le garder. J'ai eu suffisamment de cas dans ma carrière pour voir que la perte, des sauvegardes mal faites peuvent avoir des gros impacts de perte de données comptables. Voilà. Alors, il y a dans les différents thèmes de cette fiche, l'objectif, c'était de vous apporter des éléments sur 3 grands thèmes. Donc, l'indisponibilité, disponibilité des systèmes et de leur environnement, des environnements applicatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de s'assurer que les systèmes tournent correctement, que, par exemple, les disques durs ne sont pas pleins. Qui permettent de remonter les anomalies au fur et à mesure du temps. C'est aussi tout ce qui est la gestion de l'intégrité, de l'exhaustivité, de la disponibilité des données. Ça passe par quoi? Ça passe par le monitoring des flux entre applicatifs. Quand vous avez différents systèmes d'information, il faut passer les données d'un côté à l'autre. Il faut s'assurer que tout ça marche bien, que les données ne sont pas altérées, que quand on intègre de la donnée, il y a des contrôles qui sont faits pour s'assurer
qu'elle est intégrée correctement de l'autre côté, qu'il n'y a pas de modification possible de la donnée de façon très classique. Un système met dans un répertoire partagé et l'autre système va récupérer. Comment c'est géré, comment c'est sécurisé pour éviter qu'un utilisateur aille modifier la donnée entre les deux systèmes. Ça fait partie de la globalité. Évidemment, sur la partie données, c'est tout ce qui est sauvegarde, hein, j'en parlais tout à l'heure, sachant qu'une sauvegarde, ça se teste pour vérifier que ça fonctionne correctement. Ça ne sert à rien de faire des sauvegardes qui ne marchent pas. Dernier point majeur, c'est le correct traitement des anomalies. Quand il y a, tout ce système de monitoring est là, entre autres, pour identifier ce qui ne fonctionne pas. Il faut que ça remonte, que ça soit traité plus ou moins rapidement en fonction des exigences de la société, et que, évidemment, quand il y a des anomalies, que ça ne se reproduise plus, ou que si ça se reproduise, on soit capable de les résoudre rapidement en prenant en compte l'expérience qu'on a déjà eue. Bon, on fait aussi un petit point, on vous donne aussi quelques éléments sur d'autres sujets, comme l'importance d'une cartographie fonctionnelle et technique dans une société pour pouvoir... c'est la base même de ce monitoring des flux. C'est aussi comment on fait pour gérer le parc, quels sont les contrôles qu'il faut mettre en place sur le parc informatique et sa maintenance, et puis une partie sur la PSSI, qui est plus tournée sur la partie sécurité du système d'information, mais qui prend en compte aussi la gestion des comptes, les sauvegardes, etc. On va parler d'un cas un peu plus concret. On va parler d'un cas un peu plus concret qui est la société Logex Industrie, qui est une entreprise industrielle multisite avec un système hybride qui mêle un ERP géré sur des serveurs locaux, un système de paye géré en mode SaaS, une GED interne et un prestataire qui fait la maintenance et l'exploitation de tout ça. Et encore une partie de tout ça. Donc l'enjeu derrière, c'est, vu l'environnement et un petit peu la complexité, c'est de s'assurer que tout ça est correctement géré, que l'ensemble des flux fonctionne correctement. Pourquoi ? Pour que la société puisse fonctionner, que les gens puissent travailler, que le business puisse être fait. Évidemment, derrière, si ça ne marche pas, c'est qu'est-ce que ça a comme impact sur les comptes. Donc le premier, alors pour faire ça, en fait, le cas est un peu complexe, entre guillemets, donc ça veut dire qu'on est obligé de balayer tous les thèmes de la fiche, en commençant donc par une cartographie applicative et de l'architecture des systèmes, comme je vous disais, pour bien comprendre comment ça fonctionne, quels sont les flux qu'on va y retrouver, est-ce qu'ils sont correctement monitorés, etc. Après, c'est tout le système de dispositifs de sauvegarde, l'ordonnancement et la supervision des flux, tout ce qui est gestion des incidents et relation avec le prestataire. Alors, je m'arrête un tout petit peu sur la revue du contrat avec le prestataire. Benjamin en reparlera un petit peu après, plus en détail. C'est un point important. Il y a plusieurs sujets qui sont importants là-dessus. C'est déjà qui est responsable de faire les sauvegardes. J'ai déjà rencontré dans ma carrière un contrat qui était mal fait. Le prestataire était persuadé que c'était la société qui faisait les sauvegardes. La société était persuadée que c'était le prestataire qui faisait les sauvegardes. Et ils ont perdu 6 mois de données comptables le jour où il y a eu un crash. Pareil, c'est important de savoir en combien de temps les incidents sont traités. Pourquoi ? Parce que là, la société en question est une société qui a fait son business model sur la réactivité, sur sa réactivité. Si le prestataire met 3 jours pour répondre à une question ou résoudre un problème critique, c'est pas possible. Donc voilà, la partie revue de contrat, mais je laisserai Benjamin en parler un peu plus. Et côté entreprise, les travaux ont montré l'absence de supervision active des flux entre applications, donc avec un risque de perte d'informations entre les systèmes, donc des contrôles complémentaires à rajouter, l'insuffisance de tests de restauration en tant que de sauvegarde, on ne va pas revenir dessus, et une documentation
peu détaillé sur les incidents. Et ça, c'est important, je le maintiens, parce que il faut être capable de... Enfin, si un incident arrive, il faut être capable de faire qu'il ne se reproduise plus. Et s'il se reproduit, il faut être capable de le résoudre le plus vite possible. Et ça, c'est l'expérience et c'est toute la documentation qui va être mise derrière qui va permettre de faire ça. Donc, vous voyez, il y a pas mal de travail pour la société en termes de contrôle interne pour améliorer son processus, ses processus. Et en tant que travaux derrière, on va être obligé de renforcer les sur les données parce qu'on n'est pas complètement sûr que toutes les données sont bien passées d'un système à l'autre, ce qui est plutôt assez gênant. Du coup, en termes de bonne pratique, alors je suis très très bavard, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. C'est bon? Bon, alors ça, on fait signe que c'est bon. Donc sur les 3 grands sujets qui sont supervision, sauvegarde, gestion des incidents, sur la supervision, donc c'est de s'assurer que les systèmes, les applications et les flux sont suivis et monitorés, et qu'en cas d'incident, on a été capable de les traiter, et qu'ils sont tracés, traités. Et voilà. Sur les sauvegardes, avant même de faire des sauvegardes, il faut s'assurer qu'on a mis une politique de sauvegarde pour définir comment ça va se passer, l'ordonnancement de ces différentes sauvegardes, si vous avez plusieurs systèmes. Évidemment, de s'assurer que ça a été mis en œuvre correctement suivant les spécifications. Valider, évidemment, que les sauvegardes sont réalisées et testées, parce que, comme je disais en début, si vous avez des sauvegardes qui ne sont pas testées et qui ne fonctionnent pas, ça ne sert à rien d'en avoir fait. Et s'assurer qu'elles sont externalisées. Pourquoi? Parce que si vous mettez les sauvegardes dans le même bâtiment et que le bâtiment brûle, vous avez tout perdu. Si vous avez un système mal ficelé et qui a un cryptovirus et qui va crypter vos sauvegardes, vous avez tout perdu. Donc, il faut mettre en place les moyens qui vont bien pour éviter ce genre de problème. Gestion des incidents, c'est de s'assurer évidemment qu'ils sont identifiés, tracés, priorisés. On ne va pas traiter de la même façon tous les incidents. Il y en a qui peuvent être résolus en 3-4 jours, il y en a qui doivent être résolus dans l'heure qui suit, en fonction de la criticité. S'assurer qu'il existe des procédures de gestion des incidents, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le retour d'expérience qui va vous permettre de ce que moi j'appelle des fiches d'exploitation. J'ai un serveur qui plante, comment je fais pour le redémarrer? Quelles sont les étapes que je vais mettre en place pour redémarrer le serveur le plus rapidement possible? Ça se prépare, ça s'anticipe. Il faut que la société ait pensé à les mettre en place pour éviter perte d'exploitation, perte de clients, perte de chiffre d'affaires, tout ce que ça peut donner. Valider qu'il existe des documents et procédures comprenant les éléments qui permettent de résoudre les incidents. Donc, oui, excusez-moi, je pense que j'ai été un petit peu rapide. J'ai fait un peu les 2 thèmes en même temps. Sur les supports pour aller plus loin, donc l'objectif derrière, c'était de vous apporter des éléments pour vous aider à réaliser ces travaux. Comme je vous dis, ce n'est pas toujours quelque chose qui est obligatoirement facile à comprendre, et donc on vous a mis à disposition, on va vous mettre à disposition des éléments de questions, qui vont permettre de poser des questions. Quels sont les documents que vous devez demander dans ce genre de cas? On va vous aider aussi à traiter les différents sujets en vous mettant des matrices qui vous permettront de savoir quoi faire, et puis on vous permet aussi d'avoir un onglet un peu plus récapitulatif qui donnera une overview sur l'ensemble du processus d'exploitation des systèmes d'information. Voilà, je suis désolé, j'étais un peu long. Non, c'était. On a encore un petit peu de temps avec nous, tout va bien. Donc, on a eu un petit commentaire sur la partie sauvegarde dans le cloud, c'est bien aussi. Quel est ton avis à toi? Tout à fait. Après, ce qui est important dans le sauvegarde dans le cloud, c'est comment on s'assure que ce n'est pas, par exemple, une sauvegarde en temps réel. Parce que si les données sont cryptées sur votre disque dur, elles seront cryptées sur le cloud en même temps. D'accord. Donc ça, c'est un sujet important. Il ne faut pas confondre réplication des données en temps réel, par exemple sur Microsoft 365, et une sauvegarde en tant que telle.
c'est deux éléments complètement différents et à traiter de façon différente. Alors, la synchronisation, c'est très très bien, mais voilà, ce n'est pas une sauvegarde en tant que telle. Et après, dans le cloud, il faut bien évidemment penser aussi à la notion de cloud souverain. On n'en parle jamais assez, mais RGPD. Alors, la dernière fiche que l'on va vous proposer un petit peu aujourd'hui, c'est là il y a le CCL, c'est la toute dernière, en fait, sur la partie sous-traitance et cloud. En fait, pourquoi on la présente? Parce que finalement, Georges, qui est à mes côtés, a présenté l'exploitation des SI. Vous avez vu, finalement, c'est une grosse partie tout de même, si on veut s'assurer de bien respecter toutes les diligences, toutes les règles ou même les bonnes pratiques. Et on le voit de plus en plus, en fait, les clients vont externaliser. Ils ne vont plus s'embêter en fait, à aller chercher en fait, des informaticiens. Ils vont directement faire appel à du SaaS, comme ça, au moins pas de serveur à gérer en interne. Ils vont tout simplement après faire appel à une société IT d'infogérant pour gérer tout cela. Et donc, c'est là où on doit se poser la question, finalement, en tant que commissaire aux comptes, qu'est-ce que l'on doit regarder? Qu'est-ce que l'on doit faire, en fait, pour avoir tout de même un confort assez suffisant sur une donnée qui n'est pas chez le client, qui est ailleurs, qui est traitée ailleurs, et quel est le niveau de confort que l'on peut avoir pour finalement arriver à la certification des comptes. Alors, dans cette fiche, d'ailleurs, avant de commencer, on peut terminer vite fait par la petite question, comment faire si la société cliente refuse des sauvegardes cloud? Après, rien n'oblige de faire ça sur un cloud. Hein. Ça peut être un serveur à part, externalisé. S'il y a des multisites, de faire une copie sur un autre site. Le cloud est une solution intéressante, mais ce n'est pas la seule qui existe. Après, on a toujours les règles, alors les fameuses règles un peu bateau du 3-2-1, 3 sauvegardes sur 2 sites séparés sur 2 serveurs différents, dont un situé à l'extérieur. Après, l'extérieur, ce n'est pas censé être spécifiquement le cloud, mais ça peut être sur un autre site. N'oublions pas, je crois, il y a 2-3 ans, OVH, qui avait en fait son serveur et sa réplication au même endroit, ce qui a donné un petit événement fortuit pour pas mal de sociétés en France. Alors, les apports. Reprenons la partie sous-traitance et cloud. Donc, les apports, en fait, finalement, comme je le disais, c'est une nouvelle fiche qui est finalement un sujet qui devient incontournable. Hein. Là encore, parce que alors, on le voit un peu moins sur les très très grosses structures, mais pourquoi? Parce que, bien évidemment, il y a une volonté de mutualiser les coûts, de tout gérer après en interne, mais sur les sociétés de type PME/ETI, finalement, on s'aperçoit que ils essayent tout de même d'externaliser ce genre de problème. Donc, voilà un petit peu l'intérêt, la raison pour laquelle on a voulu gérer cette thématique. Et donc, qu'est-ce qu'on indique dedans? En fait, finalement, c'est tout simplement une première grille un petit peu de lecture de ce que l'on doit faire, quelle est la démarche que l'on doit adapter lorsqu'il y a en fait un outil en sous-traitance, lorsqu'il y a tout un pan de l'activité qui est sous-traité. Ensuite, c'était quoi? C'était tout simplement, généralement, lorsqu'on parle de sous-traitance, on pense à 2 choses. On pense finalement à quelles sont les conditions, les droits et les obligations que régit la relation entre votre client et l'éditeur, et on pense bien évidemment à quel est le niveau de confort que l'on peut avoir et que l'on peut attendre sur l'outil qu'il met à disposition. Donc sur ça, on va pouvoir un petit peu échanger juste après dans les slides suivantes, mais là encore, la réglementation a frappé. Ça a commencé par la partie un peu américaine avec toute la réglementation SOC. En France, en France, que dis-je, plutôt au niveau international, on a la partie ISAE,
Certains d'entre vous ont entendu parler sûrement du rapport ISAE 3402. Bingo, on est en plein dedans. Nous allons en parler juste après. Et après, tout simplement, le quatrième apport, là encore, ce que je vous disais, c'est un peu typique de la partie sous-traitance. C'est une fiche qu'on a essayé d'adapter pour les petites entités, pour avoir une approche assez simplifiée, lorsque finalement, on est sur de la PME+, et nécessairement, on n'a pas un budget conséquent à allouer non plus à la compréhension de l'environnement de la société. Donc, on va essayer, là encore, on met en place une diligence NEC 315, mais on ne va pas aller jusqu'au point de mettre toutes les diligences qu'on pourrait être en droit d'attendre sur toute l'exploitation informatique d'une grosse société, d'une OTI++. Sur la partie en fait contexte sur la partie contexte, enfin plutôt cas pratique, là encore, ça va me permettre de redescendre. Je lirai juste les questions juste après, comme ça me permet de les enchaîner et au moins on redescend un petit peu le cas pratique. L'entité auditée, là, je pense que vous allez tous vous reconnaître un petit peu dedans. L'entité auditée ne dispose pas de direction informatique. Il peut y avoir un technicien plus ou moins, mais souvent, ils appellent ça responsable informatique, mais c'est un technicien qui essaie de se débrouiller avec les moyens qu'il a. La plupart du temps, à certains moments, il n'en a même pas. Ça peut être aussi le DAF en fait qui fait cette fonction. Elle externalise en fait toutes ces fonctions critiques, la partie ERP, la partie paie via différents prestataires. D'ailleurs, même la paie peut être externalisée chez un expert comptable. Et en fait, cette dépendance, finalement, à des solutions tierces, nécessite tout de même une revue approfondie, notamment sur la partie contractuelle, pour savoir qui a quoi comme obligation, quels sont les engagements entre les deux parties, quelles sont les garanties opérationnelles en cas de rupture de service, puisque là encore, lorsque Georges parlait de la partie exploitation du SI, on a quand même un pont qui est la disponibilité de la donnée. Si finalement votre application n'est pas disponible, il n'y a pas de service, finalement vous n'avez pas de RP, vous ne pouvez pas travailler. Et dans ce cas-là, qui est en tort? Comment ça fonctionne? C'est toutes ces questions-là qu'on a le droit de se poser, surtout que là encore, la partie serveur, la partie application n'est pas chez le client, elle est chez un tiers. Ok, donc pensez-y à chaque fois. Souvent, là encore, quand on parle de données, de cybersécurité, il y a un peu trois pans qu'on regarde, c'est la confidentialité, l'intégrité et alors les onglets disent accessibilité, en France on dit disponibilité, mais c'est un petit peu ces trois grosses thématiques que l'on essaye d'embarquer à l'intérieur. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a rappelé un petit peu ce contexte, finalement qu'est-ce que l'on peut faire? Comme dans tout mandat d'audit, bien évidemment on commence, on est 315, on identifie un petit peu qui fait quoi. On regarde un petit peu l'environnement de la société, quels sont les prestataires critiques, quelles sont les solutions clés. Et à partir de là, on commence à redescendre. On va échanger soit avec les équipes métiers, soit on peut aller directement aussi échanger avec l'éditeur lorsque c'est permis, ou alors l'éditeur, souvent, lorsqu'il n'a pas envie de parler avec plein d'interlocuteurs, de commissaires aux comptes et autres de ses clients, il va mettre en place lui-même un audit externe qui est finalement qui va aboutir en fait à un rapport qui est de type SOC ou de type ISO 3402. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a identifié toutes les prestataires clés de la société, finalement on va commencer à construire toute notre démarche. La démarche, elle s'effectue finalement sur deux gros pans. En fait, finalement, ça va être la partie analyse contractuelle et la partie revue du rapport. Là, j'ai mis les rapports ISO 3402. Mais là encore, les gros outils SAP, Salesforce et autres, eux, c'est souvent du SOC. Mais là encore, c'est juste en fait une transposition, si on résume. SOC 1 a été transposé pour donner ISO 3402, donc c'est un petit peu la même chose, même s'il y a des légères différences, mais en fait, dans l'esprit, c'est exactement la même chose. Donc l'analyse contractuelle, comment et pourquoi on la regarde? Tout simplement, c'est
comme je le disais, regardez tout ce qui est, alors vous allez m'excuser de cet anglicisme, les SLA, Service Level Agreement, ce qu'on appelle en français les niveaux de service. Qu'est-ce qu'un niveau de service? C'est finalement quelles sont les différentes diligences, KPI que la société va mettre en place, par exemple, quelle est la garantie de disponibilité de la donnée, etc. etc. La partie réversibilité, pourquoi? Parce que un contrat, c'est comme un mariage, on espère que ça va durer, mais à la fin, on sait tous qu'il peut y avoir un divorce. Et souvent, lorsqu'on ne le prépare pas, ça peut faire mal. Souvent, il arrive en fait que, là encore, il y a des éditeurs qui s'amusent tout de même à garder un certain nombre de données et facturer aux clients un certain nombre d'éléments pour qu'ils puissent récupérer leurs données. D'autres, en fait, finalement, s'en moquent concrètement et ça devient un jeu de pouvoir entre la société, entre les deux sociétés, l'éditeur et finalement la société. C'est un point qu'on oublie un petit peu de regarder, mais toujours penser à cet aspect réversibilité de la donnée. Après, bien évidemment, on a la partie sécurité, conformité, RGPD, on en a parlé un tout petit peu auparavant, mais lorsque si la société va finalement, c'est un ERP, donc il aura toute la partie activité, où sont stockées leurs données, quel est leur niveau de sauvegarde, comment c'est géré, dans quel serveur, est-ce que c'est en France, est-ce que c'est aux US, est-ce que c'est en Russie, je ne pense pas, mais tout de même, avoir ces petits réflexes-là à regarder. Et là encore, après, on arrive aux responsabilités croisées. Et quand on parle de toute cette partie-là, bien évidemment, il ne faut pas oublier d'avoir en tête la notion en fait, de critères. Comment on évalue tout ça? Pourquoi? Parce que c'est bien gentil d'indiquer dans un contrat qu'ils garantissent l'intégrité, mais si finalement il n'y a pas de KPI pour pouvoir finalement exprimer une attente ou une obligation, derrière, se retourner contre l'éditeur pour avoir un avoir ou quoi que ce soit, c'est bien plus compliqué. Donc, ça fait partie aussi des petites diligences que vous pouvez, des petites recommandations que vous pouvez émettre, vous, en tant que commissaire aux comptes, lorsque vous voyez des sujets de ce type. Et là encore, après, c'est pareil, c'est l'objectif, comme on l'a dit au préalable, c'est d'identifier toutes les zones juridiques ou opérationnelles qui pourraient compromettre la partie continuité d'activité ou la fiabilité de tout ce traitement. Donc là, c'est la partie analyse contractuelle. Ensuite, la partie rapport ISAE. Pourquoi on va chercher des rapports externes? Alors, pourquoi? Parce que c'est assez simple. On souhaite couvrir un certain nombre de pans de la partie exploitation DSI. On en a parlé juste à l'instant, notamment par exemple la partie sauvegarde, la partie gestion des changements. Il y a plein de pans en fait des ITGC qui sont couverts en fait par ces rapports, et ça permet en fait au commissaire aux comptes de limiter ses travaux au moins à la revue de ces rapports et à la prise en considération de ces limites, bien évidemment. Et ces rapports ont toujours, bien évidemment, quelques limitations, mais ces limitations doivent être prises en compte par le client, notamment, en fait, le sacro-saint contrôle des accès, puisque ce n'est pas parce que vous avez un rapport ISAE 3402 que ça couvre la gestion des droits chez vos clients. De plus, là, on peut un tout petit peu déborder, mais sur la partie sous-traitance, ce qu'il arrive souvent, c'est que le sous-traitant, il a un accès un peu privilégié, on en a parlé en début de séance, un accès privilégié qui finalement n'est qu'un accès à haut privilège, où il a des accès un peu administrateurs pour vulgariser. Et souvent, c'est des comptes assez génériques en mode société@nomdelenTité.com. Et derrière, on ne sait pas ce que c'est, les mots de passe sont très peu changés, renouvelés en fait au niveau de ces comptes. Donc, n'hésitez pas aussi à avoir un petit œil critique dessus. C'est bien ce que je vous ai dit, j'essaie de le surligner. Alors, ça ne ressort pas trop sur l'écran, mais l'idée, c'est de dire que ce rapport ne suffit pas à lui seul, bien sûr.
il doit être interprété et complété par les travaux du commissaire aux comptes et notamment par le contrôle interne aussi du client, puisque le but, bien évidemment, c'est de s'appuyer sur le contrôle interne du client. Et ça me permet d'entamer finalement la partie contrôle interne client, qui finalement, par principe, là encore, on va parler du principe, la réalité, c'est souvent qu'il n'y a pas de contrôle interne la première année tant que personne ne soulève ses points. Une fois qu'on soulève ces incohérences et ces problématiques et qu'on émet des recommandations, généralement, le client devient un peu plus enclin à suivre ces recommandations. Et donc, ça se passe mieux les années suivantes. Mais là encore, c'est toujours un mandat, ça comporte un petit peu 6 années. Donc, autant y aller petit à petit. Donc, plus on essaiera de leur proposer des recommandations et autres, et déjà, je pense qu'on gagnera j'allais dire en compétences, mais on prendra de la maturité et on gagnera de la pertinence en fait dans nos restitutions avec eux. Et plus en même temps, on limitera, on facilitera nos travaux. Souvent, c'est une relation un petit peu comme ça, d'échange. En plus de ça, souvent avec des personnes qui ne sont pas habituées à être challengées sur la partie système d'information. C'est toujours un instant assez intéressant d'échanger avec eux, puisqu'on rentre dans un autre cœur de leur activité, finalement. Donc, en fait, c'est là où je vous ai étayé toute la partie. Donc, nous avons revu les différents outils et dispositifs de supervision. C'est tout simplement s'il y a des CLS, s'il y a des KPI, il faut les regarder, comment c'est remonté. Est-ce qu'il y a des restitutions, comment c'est suivi. Là encore, on parle aussi du sacro-saint un petit peu gestion des incidents, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a un suivi en fait des intégrations de données. On a parlé un tout petit peu tout à l'heure des interconnexions des outils, mais finalement, comment ça se passe, comment ça transite. Est-ce qu'il y a en fait une gestion des factures ou autres qui ne sont pas intégrées dans l'outil comptable. Comment c'est géré? Est-ce que c'est anticipé par le client? Ou alors à la fin de l'année, on va se retrouver avec un rapprochement standard CRM Contact qui présente un écart significatif et à la fin, on arrive et le commissaire aux comptes est devant ce fait-là. Pourquoi ça ne cadre pas? Alors, ensuite, on a quoi? On a bien évidemment, ça permet aussi un peu de faire un peu de contrôle interne et de s'assurer que l'externalisation ne rime pas avec perte de maîtrise. Ça, c'est le standard. Ouais. Donc ensuite, on avait quoi? On a la partie bonne pratique. La partie bonne pratique, c'est c'est finalement tout ce que j'ai dit, c'est la synthèse de ce que j'ai dit. Attention, cartographier les prestataires critiques. Je vous laisserai lire toute cette partie-là. J'ai déjà un petit peu évoqué à l'oral. Donc, la deuxième bonne pratique, échanger avec vos clients, essayer de récupérer. Alors bien souvent, ils ne savent même pas ce qu'est un rapport ISO 3402, mais demandez-leur. Les éditeurs, en fait, souvent, lorsque vous naviguez rapidement sur leur interface, vous allez les trouver assez aisément. Ils communiquent dessus, c'est un moyen de communication pour eux, pour essayer de capter une nouvelle clientèle. Donc, n'hésitez pas à les solliciter sur cela. Et la troisième bonne pratique, c'est finalement regarder toute la partie des clauses un petit peu sensibles que peuvent avoir les contrats. Voilà un petit peu les 3 grosses bonnes pratiques, mais là encore, le guide est fourni de multiples bonnes pratiques, de checklists à tout va. N'hésitez pas à les consommer avec modération. Alors. Sans modération. Sans modération, exactement. Le soir avec modération, mais la journée sans modération, vous pouvez y aller. Pour les parties support, pour aller plus loin, en fait, finalement, là encore, on va échanger. L'idée, c'était de le faire en 2 étapes. Là, vous avez déjà les fiches qui sont mises à disposition et dans un second temps, normalement, ça, vous pouvez les lire pendant vos congés à tous. Vous serez tous ravis. Et pour commencer l'année en septembre, en fait, vous aurez bien évidemment la partie des outils, les Excel et autres dont on vous a parlé. Je vous ai mis quelques captures d'écran, au moins pour vous présenter un petit peu à quoi ça ressemble. Sur la partie sous-traitance, c'est tout simplement un rappel des différentes certifications, rapports que vous êtes en droit d'obtenir et ce qu'ils couvrent. Puisque finalement, on n'a pas nécessairement de recul ou autre sur ce qu'est un rapport SOC, c'est qu'un rapport SOC 1, SOC 2, c'est un rapport ISO 3402, ce que signifie en fait ISO 27001, quel est le confort que l'on peut en attendre, qu'est-ce qu'une certification HDS, plein de petites terminologies comme ça, on essaie un petit peu de les rattacher avec les pans des ICGC, comme ça au moins ça vous permet de vous acclimater de toutes ces nouvelles notions. Et après, on vous a fourni à chaque fois des petits fichiers Excel
qui sont décomposés un petit peu de la manière dont vous pouvez le voir. Un grand sommaire où vous avez le récap de tous les contrôles, comme une feuille de travail en fait standard, avec derrière un petit onglet d'aide à l'entretien pour vous aider sur cette thématique si vous avez besoin d'aller voir le client. Ensuite, finalement, tout un onglet sur tous les travaux que vous pouvez mettre en place. Et après, tout simplement, les différents de la documentation que vous êtes en droit d'obtenir pour répondre soit à toutes ces questions, soit à une partie en fait des contrôles. Et vous avez après, pour cette fiche-là, on vous a mis en fait le récap que je vous ai mis juste en haut. Pour la possibilité d'avoir cette fiche, bien évidemment, elle est déjà disponible et normalement, je peux directement enchaîner sur la slide suivante où les trouver. Pour ceux qui n'étaient pas là en début de séance, vous avez le QR code et le petit lien. Et pour ceux qui ne sont pas assez rapides, là encore, je répète, vous les aurez dans 48 heures en ayant rempli tous les petits questionnaires et récupéré votre attestation. Alors, là encore, ça peut être dense et autres. Ce que l'on peut rappeler tout de même, c'est qu'il y a eu tout de même toute une formation qui est prévue par Dauphine en fait, qui s'appelle l'AXI en fait, Audit et Conseil des systèmes d'information, qui est en fait un cursus qui est formé en mode Pérus en réalité, où il y a une certification alors normalement vous les voyez ici, de 80 heures. Ensuite, on vient rajouter une couche diplôme universitaire et ensuite on vient rajouter en fait une couche executive master. C'est en fait toute cette partie-là où on essaye un petit peu d'acclimater tout. Alors, c'est principalement à destination des commissaires aux comptes ou des auditeurs, mais pas nécessairement uniquement. On peut, alors j'ai pu bénéficier de cette formation, donc je peux un peu évoquer ce point-là, mais on avait plein de personnalités un petit peu différentes, des personnes des DSI, des personnes issues de banques, des auditeurs informatiques de banques et autres. On a une personne, je crois, du H2A cette année. On a plein de personnalités un petit peu différentes. Ça permet aussi d'échanger sur les bonnes pratiques que l'on peut voir un petit peu tous. Et au moins d'avoir cette première acculturation avec toutes ces définitions IT. La partie des prérequis, la réponse est non, puisque là encore, comme je vous l'ai indiqué, en fait, finalement, on est sur une partie en fait plutôt en Pérus avec une certification qui est plus bas level, et après on continue avec diplôme universitaire et executive master. Il a été conçu en fait. Toute cette formation a été conçue finalement pour initier tout le monde à l'audit et / conseil dans les systèmes d'information. La partie des questions-réponses, j'ai peut-être oublié une question ou une réponse, donc ça va me donner 3 minutes, 2 minutes avant de remercier tout le monde et partir. Mais au moins, si on peut répondre encore à une ou deux questions, je ne sais pas. Oui. Alors, on avait la partie, nous avons une société qui nous a sollicité pour un audit de leur infrastructure et télécommunications. Ils demandent à procéder à l'audit sans trop nous dire concrètement de quoi sont constituées son infra. Ça peut arriver en réalité, c'est souvent de la communication. Alors, là encore, vous allez pouvoir aussi attaquer certains clients qui vous demandent, en fait, les éditeurs n'ont aucun rapport, n'ont rien. Et c'est là, en fait, où il faut initier l'échange avec vos clients en mode, concrètement, comment on peut avoir assez de confort? Est-ce qu'on doit mener un audit sur place auprès de l'éditeur? Est-ce que l'éditeur s'engage à faire certaines diligences? Après, là encore, il y a des moments où, finalement, vous allez pouvoir le voir, le constater. Les plus grosses sociétés, les plus gros logiciels vont avoir ces certifications pour ne pas s'embêter avec les gros comptes et avec les grosses entités, mais pour certaines, ça va être un peu plus compliqué, notamment pour celles qui ont des monopoles ou des supposés monopoles. Et là encore, c'est un échange et il faut initier le débat avec nos clients de toute manière. Là encore, vous pouvez le constater, toute la partie SI devient prépondérante dans nos mandats, dans l'activité des sociétés auditées. Donc, n'hésitez pas à commencer à initier le débat. Petit rappel sur l'agenda que nous avons un petit peu parlé en début de période, qui était... Petit rappel, le 30 juin, le 1er juin, qui sont la semaine prochaine, sur la présentation des lauréats des mémoires du futur. Je vous laisse scanner, sinon vous aurez le PPT, les missions du contrôle des contrôles de gestion, contrôle des comptes de gestion d'un majeur protégé. Ça, c'est pour mardi.
Et bien évidemment, pour jeudi prochain, dans 10 jours, maintenant 15 jours, vous avez la grande formation, la journée de formation à la Maison de la Chimie, de 9h à 17h30. Et on espère tous vous y trouver. Merci pour votre attention et merci aussi à tous ceux du groupe de travail qui ont pu participer à cette mise à jour de ce guide informatique. Bonne journée à tous. Bonne soirée à tous. C'est rendez-vous le 30 juin. Rendez-vous le 30 juin. Ça va très vite. Au revoir.